99% des traders passent à côté de ce que révèlent ces trois indicateurs Jesse Livermore. Le marché qui vous fait le plus de mal est souvent celui que vous entrez seulement après l'accord. De chaque indicateur, le chart a l'air ordinaire, le signal a l'air complet, mais à partir du moment où vous vous sentez certain, le marché a déjà transféré son risque à vous. C'est le coût caché de la confirmation. Il peut faire ressentir une décision tardive comme une décision sûre. Il n'y a pas d'outils qui produisent toujours des marchés gagnants. L'incertitude ne disparaît pas parce que le chart devient confus avec l'évidence. Mais il y a des indicateurs qui gagnent toujours l'argument parce qu'ils mesurent ce que le marché fait en réalité, pas ce que vous avez besoin de faire. La distinction est facile à overlooker et coûteuse à ignorer. Un indicateur dérivé du prix ne peut pas commander le prix. Il ne peut que décrire ce qui a déjà arrivé. Quand vous oubliez cela, vous commencez à vendre la description au lieu de l'événement. Un crossover devient une raison pour acheter même si le prix n'arrive pas à avancer. Une décision dérivée devient une raison pour combattre un déclin pendant que les vendeurs restent en contrôle. La calculation peut être correcte, mais votre interprétation peut toujours être mauvaise. Alors, regardez la réponse du marché, pas seulement le signal. Si le prix brise la résistance, remarquez s'il peut rester au-dessus de cela. Si le volume grandit, observez si l'expansion produit un progrès significatif ou seulement une activité violente. Si le volume grandit, demandez si les vendeurs gagnent du terrain ou payent de plus en plus de prix pour des avancées de plus en plus petites. L'effort sans résultat révèle souvent plus que la force sans contexte. C'est ici que le comportement des commerçants entre dans le chart. Une décision dérivée n'est pas seulement une décision dérivée. C'est un groupe de vendeurs emprisonnés au-dessus d'un niveau. Si le prix revient là-dessus, certains d'entre eux vendront simplement pour s'échapper. Une réparation rapide après une mauvaise nouvelle n'est pas seulement une formation d'une flamme. Cela suggère que l'achat disponible ne pouvait pas empêcher le marché de baisser. La cause crée le comportement crée la pression. Et la pression devient éventuellement visible dans le prix. Votre tâche n'est pas de prédire chaque tour. C'est de reconnaître quand l'évidence confirme votre idée et quand le marché la refuse doucement. Évitez d'ajouter de nouveaux indicateurs simplement parce que le premier signal devient inconfortable. Cette habitude n'améliore pas l'analyse. Elle conçoit l'invalidité. Avant d'entrer, identifiez ce que le prix doit faire si votre écrit est sonore. Après l'entrée, jugez l'achat par ce comportement. Est-ce que le marché progresse dans un temps raisonnable? Tient-il de l'importance? Apparaît-il l'opposition, puis s'éloigne-t-il? Ou est-ce que chaque avance rencontre une résistance plus forte? Ces observations ne remettront pas de risque, mais peuvent garder une petite erreur de devenir une opinion défendue. La phrase « 3 indicateurs gagnent toujours » n'est donc pas une promesse de certaineté. Elle pointe vers 3 formes d'évidence qui contrôlent toutes les prévisions, toutes les théories et tous les liens que vous apportez à l'écran. Pour les utiliser correctement, vous devez d'abord comprendre ce que chacun révèle et ce à quoi leur désaccord vous rassure. Les mots « gagnent toujours » sont dangereux dans le marché parce qu'ils invitent la mauvaise expectation. Ils suggèrent un outil qui ne peut pas faire erreur, un signal qui voit plus loin que tout le monde. Ou une méthode qui élimine l'incertitude. Rien ne peut offrir cela dans un marché vivant. Tout indicateur présenté comme une machine pour une profit garantie doit être rejeté avant même que ces états soient discutés. Et pourtant, la phrase contient une vérité utile quand vous comprenez ce qui gagne en fait. Un commerçant peut avoir un prévisionneur prudent, une explication saine et une opinion forte. Aucune d'entre elles n'a d'autorité sur le marché. Elles sont des interprétations qui sont formées avant que le résultat soit connu. Le marché est l'événement lui-même. Quand l'observation et l'expectation sont séparées, l'expectation doit donner lieu. C'est le sens dans lequel une certaine évidence gagne toujours. Pas en faisant que chaque commerce soit profitable, mais en ayant le mot final sur chaque théorie. Cette distinction est importante parce que la prédiction et l'autorité ne sont pas la même chose. Un indicateur peut faire faillite à prévoir le prochain mouvement et toujours révéler que votre interprétation présente ne correspond plus à l'évidence. Sa valeur n'est pas limitée à dire ce qui vient après. Parfois, sa valeur la plus importante est de montrer que la histoire que vous avez apportée au chart a perdu son droit de guider la décision. Considérez l'ordre d'importance. D'abord vient le comportement réel du marché. En dessous vient votre rédaction du comportement. En dessous vient votre prévision. La difficulté commence quand l'ordre est inversé. La prévision devient le maître, l'interprétation devient sa servante. Et chaque nouveau morceau d'information est jugé par le fait qu'il soutient l'originalisme. Une fois que cela arrive, l'analyse ne mesure plus le marché. Elle protège une idée. Les 3 indicateurs dans ce cadre, prix, participation et temps, ne sont pas offerts comme une combinaison secrète. Elles sont 3 formes d'évidence observables. Chaque d'entre elles répond à une question différente sur ce qui se passe. Mais aucune ne promet de vous dire exactement ce qui va se passer ensuite. Leur autorité vient de leur connexion à l'action du marché, pas d'une clémente de certaineté. Cette autorité a aussi des limites. L'évidence peut être incomplète. Elle peut arriver en retard. Elle peut apparaître claire et alors changer lorsqu'un nouveau marché se déroule.
Un commerçant discipliné ne résoudra pas ce problème en prétendant qu'il n'y a pas d'incertitude. Il le résout en gardant chaque conclusion conditionnelle. Si l'évidence change, la conclusion doit être autorisée à changer avec elle. Cela nécessite une précision dans la langue que vous utilisez avec vous-même. Ce marché doit émerger, il n'y a pas de place pour la correction. L'évidence présente soutient une émergence, elle reconnaît les cas et ses limites. Le premier statement demande l'obéissance du marché. Le deuxième demande l'attention du commerçant. L'un crée une clé fixe. L'autre reste responsable de ce qui se déroule. Donc quand vous entendez que 3 indicateurs gagnent toujours, ne le traduisez pas comme 3 signaux qui font toujours de l'argent. Le traduisez comme une hiérarchie d'observation du comportement au-dessus de l'interprétation, d'interprétation au-dessus de la prédiction. Le but n'est pas de devenir certain, il est de savoir quelle évidence a le droit de vous dérouler. Le premier d'entre ces autorités est le prix, mais avant que son message soit compris, vous devez arrêter de traiter chaque mouvement vers l'envers ou vers le bas comme si la direction seul était le message. Un marché peut voyager une distance considérable sans prouver qu'elle appartient là-bas. C'est pourquoi la direction seule est une mauvaise rédaction du prix. Un mouvement vers l'envers vous dit où est passé le prix. Il ne vous dit pas si la zone supérieure a été acceptée. Un mouvement vers l'envers vous montre le déplacement, mais pas si les acheteurs ont mis en place un contrôle. L'acceptance commence quand le marché peut conduire l'entreprise au-delà d'une frontière importante, sans être forcé de retourner vers l'entrée. Le prix croise l'arrière, reste sur le nouveau côté, et traite ce côté comme un endroit d'où un mouvement peut se développer. Le fait important n'est pas la croissance, c'est la capacité du marché de préserver ce que la croissance a réussi. La réduction produit une structure différente. Le prix entre dans un nouveau territoire, ne trouve pas de soutien durable là-bas, et retourne à l'intérieur de l'ancienne zone. L'excursion a peut-être l'air décisive pendant que cela se passait. Une fois que la croissance a été renouvelée, le marché a révélé que l'avancée apparente n'a pas changé l'endroit accepté du commerce. Pensez à la différence de ce mouvement. C'est un essai. L'acceptance est le résultat. Les marchés testent toujours les prix. Certains tests découvrent la volonté de continuer à faire du commerce à un nouveau niveau. D'autres découvrent que le nouveau niveau ne peut pas être maintenu. Si vous traitez chaque test comme une décision complétée, vous errerez répétement l'exploration pour l'engagement. La location donne à ces mouvements leur sens. Un grand feu d'or dans le milieu d'une zone établie peut alterner très peu. Un plus petit mouvement dans une frontière qui a repoussé le prix peut alterner considérablement là. Structure, si le marché se trouve au-delà. Le prix doit donc être lu en relation à l'endroit déjà établi, pas admiré comme une forme isolée. C'est aussi pourquoi un niveau n'est pas simplement une ligne sur un chart. C'est un endroit où des décisions précédentes ont été faites. Quand le prix revient, ces décisions sont testées. Si le marché se trouve dans l'endroit et trouve un soutien sur l'autre côté, l'ancienne barrière peut avoir perdu son influence. Si le prix ne peut pas rester au-delà, la barrière a démontré que l'opposition est toujours présente. Les conséquences s'étendent au-delà de l'apparence du chart. L'acceptance donne aux commerçants un nouveau point de référence pour juger la valeur. La rejection laisse les positions établies pendant le failli mouvement sous pression. Ces commerçants peuvent sortir quand le prix se trouve contre eux, ajoutant de la force au retour. La structure change parce que les décisions précédentes créent maintenant des actions plus tardives. Pour lire ceci clairement, commencez avec 3 prix, seulement des observations. Marquez l'endroit d'où un mouvement significatif a précédemment commencé. Regardez comment le prix se comporte en entrant dans cet endroit. Ensuite, examinez ce qui reste après l'essai. A-t-il préservé un nouveau point de référence ou l'a-t-il surrendu? Cette séquence possède plus d'informations que le simple fait que le niveau a été touché ou crossé. Évitez de donner trop d'autorité à une seule barre dramatique. Une seule barre décrit une partie du contest. La structure décrit ce que le contest a changé. Regardez l'approche, l'essai et la condition qu'il reste derrière. Quand ces parties racontent une histoire cohérente, la direction gagne un sens. Quand elles ne le font pas, le mouvement peut être peu plus qu'un déplacement temporel. Le prix peut donc vous montrer où le marché est prêt ou non prêt à rester. Mais le prix seul ne peut pas révéler combien de participations étaient derrière cette décision. La prochaine question n'est pas seulement si le marché a bougé, mais combien d'efforts ont été nécessaires pour produire le résultat. Une expansion de volume attirant l'attention parce qu'elle semble annoncer l'importance. La barre croît, l'activité surgit et le marché semble parler avec une force incroyable. Mais la force seule ne vous dit pas quelle partie a gagné le contrôle. Le volume décrit combien de business a été fait. Il ne déclare pas ce que ce business a accompli. Chaque marché complet contient un acheteur et un vendeur. Pour cette raison, un haut volume ne signifie pas qu'il y a eu plus de vendeurs. Un bas volume ne signifie pas qu'il y a eu plus de vendeurs. Le volume mesure la participation. Le prix révèle la conséquence de cette participation. Seulement en lisant les deux ensemble peut-on juger si l'effort a produit un bon progrès. Lorsque l'activité s'étend et que le prix couvre du sol dans la même direction, l'effort produit un résultat. Les acheteurs peuvent consommer des offres disponibles à l'avance, ou les vendeurs peuvent presser des demandes lors d'un déclin.
Le mouvement ne devient pas certain ou permanent, mais la relation est claire. L'augmentation de la participation est convertie en déplacement. La condition le plus révélée apparaît souvent quand l'effort augmente, mais le progrès s'étend. Le commerce lourd entre dans le marché, mais le prix gagne peu de sol. Cela suggère que les ordres agressifs rencontrent suffisamment d'opposition pour éviter une avance. Facile, quelqu'un supplie ce que les acheteurs demandent ou absorbe ce que les vendeurs offrent. Le volume montre la lutte. Le mouvement limité montre que les deux côtés ne passent pas sans résistance. C'est pour cela que l'augmentation de volume n'est pas automatique. Si l'activité extraordinaire ne produit qu'un petit gain et que le prix ne finit pas de son meilleur niveau, le marché a mis un effort considérable pour un mauvais résultat. Cela ne prouve pas une réversion immédiate. Cela vous dit que l'apparente puissance a pris un coup et que l'opposition était plus forte que la direction seule suggère. Le bas volume nécessite la même discipline. Un marché peut bouger sur une distance sur l'activité modeste quand une petite opposition est en chemin. Ce mouvement peut sembler faible parce que la participation est limitée, mais il peut continuer alors que les ordres opposants restent faibles. Conversement, l'activité basse avec un petit mouvement ne dit rien au-delà de l'absence d'urgence. L'importance vient du résultat produit par l'effort disponible. Le volume doit aussi être jugé relativement. 10 millions de shares peuvent être extraordinaires pour un instrument et ordinaires pour l'autre. Même dans le même marché, le bas volume n'a pas de sens sans une basse récente. Vous ne vous demandez pas si le nombre est grand en isolation. Vous vous demandez si la participation a changé remarquablement et quel prix s'est accompli après. Ce changement, sur chaque barre ou séquence significative, examinez 3 choses. D'abord, comparez l'activité avec ce qui a récemment été normal. Ensuite, mesurez le prix de la distance qui a en fait voyagé plutôt que le drame du mouvement. Ensuite, observez où le prix s'est terminé dans cette distance. Un grand avance qui se termine près de son extrémité supérieure montre un résultat différent du même volume qui se termine près du milieu ou du bas. Supposons hypothétiquement que 2 avances couvrent la même distance. Le premier a besoin d'une participation ordinaire qui se termine près de son meilleur prix. Le deuxième a besoin d'une participation exceptionnelle qui donne en revanche beaucoup de gains. La destination est similaire mais l'état interne n'est pas. Le deuxième mouvement a consommé plus d'efforts et a rencontré plus de résistance. Un mouvement égal ne signifie pas une force égale. Ne demandez pas au volume de prédire par lui-même. Demandez une question plus courte et utile sur l'intérêt de l'effort et ce qu'il a acheté. Cette comparaison transforme le volume d'un histogramme décoratif en une évidence de l'efficacité, de la résistance et de la pression. Même si l'effort et le résultat sont alignés, le marché est toujours face à un autre test. La pression généreuse ne doit pas produire uniquement du mouvement. Elle doit produire du progrès dans un espace raisonnable. C'est la troisième autorité. Le temps, l'interview. Une idée de commerce peut s'éloigner pendant que le prix reste presque inéluctable. Rien de dramatique apparaît sur le chart. Aucune bounder évidente a failli. Mais la condition qui a justifié le commerce peut déjà perdre de force parce que le mouvement expecté n'est pas arrivé quand il le devait. Chaque commerce contient 2 accusations, qu'on les déclare ou non. La première est une accusation sur la direction. La deuxième est une accusation sur le temps. On espère que le marché va bouger d'une certaine façon et qu'on espère qu'il y a une raison pour laquelle le mouvement doit se produire dans un temps utile. Si l'accusation secondaire est ignorée, presque n'importe quelle position peut être indéfiniment défendue. Cela s'agit car une imbalance généreuse doit produire une conséquence. Si la demande est significativement plus forte que la vente, le prix doit éventuellement répondre. Si la pression de vente a un contrôle, les prix devraient diminuer. Quand le résultat expecté n'arrive pas à apparaître à nouveau, l'une des 2 choses est probable. L'imbalance était plus faible qu'assumée ou une force opposée la contient. Dans les 2 cas, l'élaps du temps a exposé une faiblesse que la direction seule ne peut pas montrer. Le temps ne prouve pas que le marché doit bouger. Une position de longue durée n'est pas automatiquement assurée et un délai de déclin n'est pas automatiquement en avance. Le message est plus éloigné. L'origine prévoit que la pression s'exprime elle-même, mais cette expression n'existe pas. La confiance doit donc dépasser même si la structure du prix visible n'a pas encore été cassée. Il y a aussi un délai pratique. Le capital reste engagé, l'attention reste occupée et l'exposition continue alors que le marché ne donne pas de retour pour porter cette incerteinté. Une position qui n'arrive nulle part n'est pas libre simplement parce qu'elle n'a pas produit une grande perte. Elle consomme l'un seule ressource qui ne peut pas être récupérée d'une opportunité de commerce. L'alliance du temps correct ne peut pas être empruntée par l'impatience. 5 barres peuvent être trop longues pour une idée et inutiles pour l'autre. Le temps doit venir de l'origine elle-même. Si la structure dépend de la pression immédiate, l'hésitation porte l'information. Si l'origine permet de développer, une pause plus longue peut être ordinaire. La question n'est pas « Est-ce que je suis fatigué de attendre ?» C'est « Est-ce que le marché a dépassé la période dans laquelle cette idée était expérimentée ?» Cette distinction garde l'objectif de l'analyse du temps. L'attention émotionnelle est mesurée par le déconfort.
L'attention du marché est mesurée contre une expectation établie avant que le délai commence. Sans cette expectation, le marché change le délai à chaque fois que la position devient inconvéniente et que le temps perd. Toute valeur analytique. Avant d'agir sur un setup, définissez une fenêtre raisonnable pour que le comportement prévu puisse commencer. Il ne doit pas être un comptoir rigide et il ne doit pas forcer une décision automatique à un bar arbitraire. Son objectif est de créer un point de review. Une fois que cette fenêtre a été consommée, l'origine doit gagner de la confiance renouvelée plutôt que de l'obtenir automatiquement. À ce point de review, examinez le délai dans sa forme originale. Est-ce l'opportunité basée sur la pression qui devait apparaître rapidement? Est-ce que le marché a délivré une partie significative du mouvement prévu? Si le même setup apparaissait maintenant, avec le délai déjà visible, est-ce que le temps pourrait toujours soutenir l'idée? Ces questions séparent une position qui se développe de celle qui est simplement portée. Une prévision qui devient correcte bien au-delà de sa fenêtre utile peut toujours être un marché pauvre. L'accuracy directionnelle ne peut pas éviter le coût d'un point indéfini. Dans le marché, être éventuellement correct et être correct dans une manière utilisable sont différents achats. Le temps, donc, est un test d'urgence. Mais son message n'est pas toujours d'accord avec ce que la prix ou la participation apparaissent. Suggérer. Quand une forme d'évidence confirme l'idée et l'autre confirme, le problème change de lire les indicateurs séparément pour décider comment s'adapter à leur désaccord. Les trois formes d'évidence ne s'alignent rarement avec la clarté parfaite. L'une peut soutenir le marché, l'autre peut rester neutre. Et la troisième peut commencer à l'effacer. Ce n'est pas une erreur dans le cadre. Le désaccord est souvent la partie la plus informative de la lecture. La erreur est de traiter les indicateurs comme trois votes égaux. Deux lignes bulles ne défendent pas automatiquement une ligne légère. Chaque indicateur répond à une question différente. Donc chaque indicateur peut exposer une faiblesse différente. Un marché peut atteindre l'endroit expecté sans montrer de l'engagement ou de l'engagement sans produire de progrès utile. Le calcul des signaux cache la condition spécifique qui manque. Le désaccord signifie que la thèse est incomplète, mais incomplète ne signifie pas toujours faux. Il y a une différence importante entre l'évidence qui n'a pas confirmé et l'évidence qui a contradicté directement. La participation neutre, par exemple, peut laisser un marché se déplacer sans preuve. La participation qui se déplace décisivement contre l'endroit expecté crée une objection plus sérieuse. La silence et le refus ne sont pas le même message. Cette distinction prévient des conclusions prématures. Quand un indicateur reste neutre, le marché peut toujours développer son cas. Quand un indicateur activement oppose les deux autres, le marché peut exposer une transition en contrôle. Aucune condition ne vous donne la permission de prévoir l'éventuel résultat. Cela vous dit combien de certaines télévidences disponibles peut honnêtement soutenir. L'ordre dans lequel l'évidence apparaît aussi compte. Le comportement du marché se déroule comme une séquence, pas comme une image complète distribuée tout à l'un. Une forme d'évidence peut changer avant que les autres répondent. Si vous demandez un accord parfait au même instant, vous pouvez attendre une image qui apparaît seulement après l'information utile a été passée. Si vous acceptez le premier signe comme une confirmation complète, vous pouvez agir avant que le reste du cas existe. La vraie question n'est donc pas « Est-ce que tous les trois sont d'accord ?» C'est « Qu'est-ce qui laisse le désaccord sans résolution ?» Peut-être que le marché s'est déplacé mais n'a pas démontré l'engagement. Peut-être que l'engagement est visible mais le progrès expecté est absent. Nommer la condition manquante vous donne quelque chose d'observable. Appeler le setup « mixé » vous donne seulement un sentiment vague. Une forte thèse doit être séparable en trois propositions. Le marché doit occuper le bon terrain. Le mouvement doit avoir un soutien significatif derrière. La pression expectée doit s'exprimer dans une fenêtre utile. Si l'une de ces propositions est essentielle à la setup et le marché refuse de la satisfaire, l'ensemble de la thèse ne peut pas retenir sa force originale seulement parce que les autres deux restent favorables. Pas toutes les conditions manquantes méritent de même poids. Certaines sont nécessaires, d'autres sont supportives. Cette distinction doit être faite avant que l'évidence devienne confuse. Si l'expansion de la participation est essentielle à la setup, l'absence d'elle est importante. Si elle ne soutient qu'une idée valide, la participation neutre ne doit pas être considérée comme une contradiction. L'importance d'un indicateur vient de l'appel qui est testé, pas d'un système de score fixé. Dans l'application, classifiez chaque écriture en termes simples, supportifs, neutres ou contradictoires. Ensuite, identifiez la catégorie qui prévient une case complète. Ne combinez pas les écritures en un seul nombre. Un score conçoit le sens. 3 jugements écrits vous forcent à voir si le problème est du soutien faible, de l'opposition active ou simplement d'une développement incomplète. Ensuite définissez la résolution. La résolution doit consister à un soutien neutre, à un arrêt contradictoire, ou à réduire la théorie originale à une autre clément. Jusqu'à ce que cela se réalise, la désaccordation n'est pas quelque chose à expliquer. C'est une condition à observer. Mais la même désaccordation n'a pas le même poids dans chaque type de marché. Ce qui apparaît abnormal dans un trend lent peut être ordinaire dans un rang
Et ce qui apparaît décisif lors d'un marché calme peut être insignifiant lors d'un développement. Avant que les trois indicateurs puissent être jugés ensemble, l'environnement qui les interprète doit être compris. Le même indicateur peut être utile dans un marché et inutile dans l'autre. La calculation n'a pas changé. La condition d'opération du marché là. Lorsque le contexte change, qu'est-ce qui compte comme puissance, faiblesse? Urgence ou hésitation change avec cela? Un régime n'est pas une prédiction de l'endroit où le prix va. C'est une description de la façon de conduire le marché actuellement. Certains marchés bougent directionnellement, d'autres tournent autour d'une zone acceptée, d'autres s'accrochent dans un mouvement étroit, d'autres s'élargissent avec des flèches incroyables. Chaque condition est un standard de comportement normal. Dans un marché directionnel, le progrès tend à s'appuyer sur le progrès d'avant. Des mouvements d'arrivée se produisent, mais ils n'arrêtent pas l'avance ou le déclin. Dans ces conditions, une pause peut représenter une interruption temporelle plutôt qu'une perte de contrôle, en regardant que la pause est une erreur immédiate. L'acteur ignore la tendance plus élevée du marché à préserver le terrain directionnel. Un marché équilibré suit une logique différente. Un mouvement loin du centre attire souvent une réponse opposée et les deux côtés gardent le contrôle pour longtemps. L'évidence qui supporterait une continuité dans une tendance peut porter moins de poids ici car l'étendue n'est pas l'habitude établie du marché. La même force apparente peut conduire à une autre rotation. La compression change le sens encore. La tendance se contracte, la participation devient souvent subduite et l'avance devient limitée. Ces conditions ne sont pas automatiquement des signes de faiblesse. Elles décrivent un marché dans lequel les deux côtés ne pressent pas assez pour créer l'expansion. En regardant la compression selon les normes d'une tendance active, la paix normale ressemble à une erreur. Pendant l'expansion, l'opposé apparaît. Grande barre, mouvement forcé et inversion abrupte deviennent communes. Un récit dramatique exceptionnel sous des conditions silencieuses peut être ordinaire à l'intérieur d'un marché expansif. Si chaque mouvement large est traité comme décisif, le régime produit des signes de faiblesse régulièrement. L'échange d'événements peut perturber chaque base récente. L'information arrive, les expectations sont récompensées et les comparaisons normales perdent de leur valeur. L'activité qui avait l'air extrême peut devenir la norme pour la nouvelle condition jusqu'à ce que le marché mette en place un nouveau modèle. De vieilles mesures peuvent rester mathématiquement précises tout en devenant contextuellement stables. C'est pourquoi les échanges d'événements ne devraient pas être interprétés comme des lois permanentes. Un nombre fixé peut décrire la calculation conséquentement, mais il ne peut pas expliquer l'environnement autour d'elle. Le marché décide ce qui est inusuel par comparaison avec son comportement présent, pas par loyauté à un état choisi en avance. Avant d'interpréter n'importe quel livre, identifiez le comportement actuel du marché. Est-ce que le prix préserve le progrès directionnel? En retournant régulièrement vers un endroit central, en contractant dans un mouvement plus petit ou en expansion dans un mouvement plus grand? Ne commencez pas par nommer ce que vous espérez que le prochain mouvement sera. Commencez par décrire ce que le marché a répétément fait. Puis définissez ce qui serait normal à l'intérieur de cette condition. Dans une tendance, le normal peut inclure des pauses qui laissent la structure principale intacte. Dans une balance, le normal peut inclure des extensions faillies et des retours répétés. Dans une compression, des récits mutés peuvent être expérimentés. Dans une expansion, des récits inévitables ne peuvent plus être inévitables. Le contexte devient utile quand il crée un standard clair pour la comparaison. Les régimes changent aussi, mais un bar ne doit pas être permis de renommer l'ensemble du marché. Un changement généreux alterne le mode de comportement. Le progrès directionnel commence à faillir répétément. La balance s'arrête, le prix s'allonge vers l'intérieur. La contraction donne lieu à une expansion soutenue où le désordre s'installe dans une nouvelle structure. La classification doit suivre l'évidence, ne pas réagir à chaque disturbance. La période la plus difficile est la transition, quand le vieux régime s'effondre. Mais le nouveau n'est pas encore établi. Le comportement mixé pendant cette phase n'est pas un puzzle qui doit être résolu immédiatement. Parfois, la classification correcte est simplement incertaine et les récits indicateurs méritent moins de confiance jusqu'à l'apparition d'une condition stable. Même un régime bien identifié ne peut pas prévenir la surprise. Il n'améliore que la signification de l'évidence déjà présente. Une fois que l'évidence soutient un marché, une autre question devient inévitable si le marché continue d'agir sans précaution. Combien devrait-il coûter l'idée? Un récit du marché peut justifier un marché, mais il ne peut pas décider combien le marché devrait coûter. L'analyse répond à la question de l'opportunité. L'architecture risquée répond à la question de la possibilité de participer sans laisser un résultat incertain détruire votre capacité à continuer. La première partie est l'invalidation. Avant d'entrer, vous avez besoin d'une condition du marché qui ne rendrait plus la thèse originale raisonnable. Ce n'est pas simplement un prix qui se sent inconfortable. C'est le point où le comportement demandé par l'idée a failli. Sans ce point, le marché n'a pas de limite définie. Il n'a qu'une entrée et une espérance. Cette limite doit permettre un mouvement ordinaire. Les marchés ne voyagent rarement dans une ligne droite, même si l'écriture plus grande est correcte.
Si le point d'invalidation se trouve à l'intérieur d'une fluctuation normale, le marché peut être retiré tout en restant intact. Si le point est situé si loin que la thèse peut faire longuement avant que l'exit soit atteint, la limite offre la protection sans discipline. La location doit appartenir à l'idée elle-même. Une fois que la location est connue, la conséquence financière peut être définie. La distance entre l'entrée et l'invalidation vous dit combien chaque part ou contrat perd si l'idée n'arrive pas comme prévu. Votre perte tolérable détermine alors la taille de la position. Cette structure de marché qui concerne l'ordre de l'ordre met la distance et les limites financières sur la taille. Le retour de cet ordre crée une distorsion commune. Un commerçant choisit la position préférée d'abord, découvre que le point d'invalidation coûterait trop, et l'arrête de plus proche pour que les numéros s'adaptent. Le chart n'a pas changé, mais la protection a été mise où le mouvement ordinaire peut l'atteindre. La taille de la position a réécrit la thèse du marché. La solution plus propre est de réduire la taille lorsque la distance nécessaire est plus élevée. Si même la plus petite position pratique crée une conséquence inacceptable, le marché n'est pas adéquat sous ces conditions. Le passé n'est pas un jugement sur sa direction. C'est la reconnaissance que l'idée valide et l'exposition acceptable sont des requirements séparés. L'évidence forte ne doit pas être utilisée pour excuser l'exposition excessive. La confiance peut influencer